Notre cours de philosophie politique en mode confinement va aujourd'hui aborder la question du libéralisme politique de John Rawls. Et aujourd'hui, c'est la quatrième leçon. Mais avant de parler du libéralisme politique chez John Rawls, il serait quand même intéressant que nous puissions parler du libéralisme en général. Comme nous le savons, le libéralisme comprend un large éventail de philosophies politiques qui considèrent la liberté individuelle comme l'objectif politique le plus important et mettent l'accent sur les droits individuels et l'égalité des chances. Bien que la plupart des libéraux estiment qu'un gouvernement est nécessaire pour protéger les droits, différentes formes de libéralisme peuvent proposer des politiques très différentes. Et ils sont cependant généralement unis par leur soutien à un certain nombre de principes, notamment une grande liberté de pensée et d'expression, des limitations du pouvoir des gouvernements, l'application de l'état des droits, une économie de marché, à un système de gouvernement transparent et démocratique. Comme les libéralismes estiment que la société doit être organisée conformément à certains droits de l'individu et ces droits qui sont immuables et inviolables, en particulier les droits à la vie, à la liberté et à la propriété, comme nous l'avons vu avec les libertarismes. Le libéralisme soutient également que les traditions n'ont aucune valeur intrinsèque. Il soutient également que les pratiques sociales doivent être continuellement ajustées pour les plus grands bénéfices de l'humanité et qu'il ne doivent pas y avoir d'hypothèses fondamentales telles que des droits divins des rois, les statuts héréditaires ou la religion établie qui prévalent sur d'autres aspects du gouvernement. Tout cela ne doit pas exister d'après les libéralismes. Et comme nous l'avons vu avec Robert Nozick dans son livre sur les libertarismes, j'allais dire, l'anarchie est une forme beaucoup plus radicale du libéralisme. Et son accent sur les droits individuels les met en opposition avec tout type de collectivisme qui met l'accent sur les collectifs ou la communauté à un degré où les droits de l'individu sont diminués, soit supprimés. Nous allons à présent considérer ou parcourir des types de libéralisme. Généralement parlant, nous pouvons dire qu'il existe deux courants de pensée majeurs au sein du libéralisme. Nous avons le libéralisme classique et le libéralisme social. Le libéralisme classique soutient que la seule vraie liberté est la liberté de la coercition et que l'intervention de l'État dans l'économie est un pouvoir coercitif qui restreint la liberté économique des individus et doit donc être évité autant que possible. Le libéralisme classique favorise la politique économique de laisser-faire, dont l'intervention économique minimale et la taxation par l'État au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la liberté individuelle, la paix, la sécurité et les droits de propriété. Donc, il doit y avoir une intervention minimale ou très limitée de l'État. Et le libéralisme classique s'oppose à l'État-providence, comme nous l'avons vu avec le libertarianisme, c'est-à-dire la fourniture des services sociaux par l'État et la prise en charge par l'État de la responsabilité première du bien-être des citoyens.
Et cette position avait été critiquée par les communautariens précisément lorsque nous abordions la question de la solidarité. Lorsque nous essayons d'exclure toutes ces personnes, qu'est-ce que nous faisons justement de la solidarité? Lorsque nous mettons beaucoup d'accent sur la liberté de l'individu, qu'est-ce que nous faisons de la relation entre l'individu et la communauté? Donc ça, c'était une première forme de libéralisme, le libéralisme classique. Nous avons aussi le libéralisme social. Le libéralisme social fait valoir que les gouvernements doivent jouer un rôle actif dans la promotion de la liberté des individus ou des citoyens et que la vraie liberté ne peut exister que lorsque les citoyens sont en bonne santé, éduqués et à l'abri de la misère. Donc, en d'autres termes, fournir ou mettre à la disposition des citoyens ou de la population les minimums nécessaires pour vivre et mener une vie de dignité. Et nous avons la santé, l'éducation et des moyens pour que la population soit à l'abri de la misère. Et les sociaux-libéraux estiment que cette liberté peut être garantie lorsque le gouvernement garantisse les droits à l'éducation, aux soins de santé et à un salaire décent, en plus d'autres responsabilités telles que les lois contre la discrimination dans le logement et l'emploi, les lois contre la pollution de l'environnement et la fourniture, la protection sociale qui seraient tous soutenus par un régime fiscal progressif. Donc nous voyons ici le rôle du gouvernement qui apparaît clairement, même si le gouvernement doit limiter son intervention dans les domaines privés, mais il y a des fonctions que le gouvernement doit assurer. Il y a des biens nécessaires à la survie ou à la vie de l'individu, de la population, que le gouvernement doit garantir. Et comme pour de nombreuses philosophies politiques, il existe plusieurs formes et variantes du libéralisme. Et parmi ces variantes, nous pouvons citer ce qu'on appelle les libéralismes conservateurs. Le libéralisme conservateur est une variante du libéralisme qui représente la droite du mouvement libéral et combine les valeurs et les politiques libérales avec des positions conservatrices. Et ici, il est très important de faire une distinction entre ce qu'on peut appeler des conservateurs libéraux et des libéraux conservateurs. Les conservateurs libéraux ont souvent tendance à être plus attachés à l'autorité, à la tradition et à la religion établie. Par contre, les libéraux conservateurs sont partisans de la séparation entre l'Église et l'État. Alors, ces deux formes sont différentes, comme nous pouvons voir. Donc, la deuxième catégorie diffère également du libertarianisme en ce qu'il est beaucoup moins radical dans son programme économique et dans son soutien à une politique de défense active et à des interventions militaires. Il y a une autre forme ou une autre variante du libéralisme, c'est le libéralisme économique. Le libéralisme économique est la théorie de l'économie du libéralisme classique et développée au siècle des Lumières et en particulier par Adam Smith qui préconise une ingérence minimale du gouvernement dans l'économie. Et le libéralisme, le néolibéralisme et certaines écoles de conservatisme, en particulier le conservatisme libéral, sont souvent appelés libéralisme économique. Le néolibéralisme fait référence à un programme de réduction des barrières commerciales et de restriction du marché intérieur tout en utilisant les pouvoirs du gouvernement pour imposer l'ouverture des marchés étrangers. Donc voilà plus ou moins une idée sur les libéralismes en général et avec ses différentes formes et ses différentes variantes, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Et maintenant, nous allons voir ou aborder la question du libéralisme politique chez John Rawls. Et nous allons
plus parlé de son idée de consensus par recoupement, qui est en fait un élément fondamental dans sa théorie du libéralisme politique. Et ici, nous allons aussi nous appuyer plus davantage sur son livre « Les libéralismes politiques ». En abordant la question du consensus par recoupement, Rawls veut considérer comment la société démocratique bien ordonnée par la théorie de la justice comme équité peut établir et préserver son unité et sa stabilité étant donné les pluralismes raisonnables qui la caractérisent. Comme nous le savons, la question fondamentale du libéralisme politique chez John Rawls est la question de la stabilité. Et nous vivons dans une société politique qui est caractérisée par une pluralité des doctrines. Et ces doctrines ne sont pas nécessairement compatibles. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble, à promouvoir l'unité et la stabilité. Et comment vivre dans une telle société qui est caractérisée par toutes ces différentes doctrines. En d'autres termes, l'usage de l'idée d'un consensus par recoupement a pour objectif de rendre l'idée d'une société bien ordonnée plus réaliste et en accord avec les conditions historiques et sociales des sociétés démocratiques qui incluent le fait du pluralisme raisonnable. Dans les libéralismes politiques, les livres, Rawls affirme que dans une telle société, une seule doctrine compréhensive, raisonnable, ne peut assurer la base de l'unité sociale ni fournir les contenus de la raison publique pour les questions politiques fondamentales. Ainsi, afin de voir comment une société bien ordonnée peut être unifiée et rester stable, John Rawls introduit une autre idée fondamentale du libéralisme politique qui doit aller ensemble avec l'idée de la conception politique de la justice, notamment l'idée d'un consensus par recoupement des doctrines compréhensives raisonnables. Alors, une meilleure façon de comprendre l'idée d'un consensus par recoupement chez John Rawls, c'est de considérer la question principale qui sert d'orientation au projet du libéralisme politique et dont dépend le reste de la réflexion de John Rawls dans ce projet. Et la question est la suivante. Comment est-il possible qu'existe et se perpétue une société juste et stable, constituée de citoyens libres et égaux, mais profondément divisés entre eux en raison de leurs doctrines compréhensives, morales, philosophiques et religieuses, incompatibles entre elles, bien que raisonnables? Donc ça, c'est la question du libéralisme politique. Et cette question nous pousse à reconnaître qu'une société démocratique est caractérisée par une pluralité de doctrines qui ne sont pas nécessairement compatibles les unes avec les autres. Étant donné donc cette pluralité de doctrines, comment peut-on alors garantir la stabilité d'une telle société? Et comme l'observe John Rawls, cette diversité que l'on trouve dans les sociétés démocratiques n'est pas une condition purement historique qui pourrait disparaître. C'est un trait permanent de la culture publique de la démocratie, la diversité d'opinions. Et nous devons faire avec cela. Et ceci fait ressortir la nécessité de maintenir la diversité d'opinions et leurs expressions qui sont indispensables à la dynamique d'une telle société, de la société démocratique. Personne ne peut imposer sa doctrine compréhensive, morale, religieuse ou philosophique sur le reste de la communauté sous prétexte d'assurer la stabilité de la société. Agir de la sorte ne serait rien d'autre que faire usage abusif et oppressif du pouvoir de l'État. Car il est inconcevable plutôt de penser une société politique comme une communauté unie dans l'adhésion à une seule et même doctrine. Par contre, les membres d'une société politique doivent arriver à un accord ou un consensus qui prend en considération les différents points de vue et la diversité
qui constituent la communauté. Afin d'éviter tout abus de pouvoir politique, Rawls propose un principe de justice sur lequel les doctrines qui sont en conflit peuvent se mettre d'accord et auxquelles elles peuvent souscrire à partir de leur point de vue. Et un tel principe est indépendant des doctrines compréhensives et Rawls plutôt appelle ces principes la justice comme équité. Et si nous voulons connaître davantage comment nous arrivons à cette justice comme équité, il faut lire la théorie de la justice où il développe à partir de la position originelle avec le voile d'ignorance comment les partis qui sont derrière le voile d'ignorance viennent avec des principes de justice et ce sont ces principes de justice qui vont réglementer la vie dans la société. Et tout le reste sera fait à partir de cela. Et cette justice comme équité, c'est ce que John Rawls propose comme le soubassement ou le fondement du consensus par recoupement. Et il y a beaucoup qui ont critiqué John Rawls qui veut faire de la justice comme équité le fondement même du consensus des différentes doctrines compréhensives. Cette question, disent certains, la justice comme équité est une doctrine morale particulière et en faire les fondements ou les points sur lesquels doit être basé le consensus par recoupement, n'est-ce pas? C'est une erreur. Et cette critique peut tenir lorsque nous nous limitons au niveau de la lecture de la théorie de la justice où la justice comme équité, n'est-ce pas, est une doctrine compréhensive, morale. Mais avec le libéralisme politique, la justice comme équité n'est plus une doctrine morale particulière, elle est une doctrine politique. Il devient une conception politique. Et la question que l'on peut se poser en rapport avec les recours de Rawls à la conception politique de la justice comme étant le point focal d'un consensus par recoupement est la suivante. Pourquoi une conception de la justice devrait-elle être au centre d'un consensus par recoupement? Et la réponse à cette question pourrait être fournie par ce que John Rawls appelle les contenus d'une conception libérale de la justice. Dans sa réponse à l'objection selon laquelle l'idée d'un consensus par recoupement est une utopie, Rawls utilise l'idée d'une conception libérale de la justice politique afin de décrire un moyen de parvenir à un tel consensus et d'assurer sa stabilité. Et il souligne 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est la spécification de certains droits fondamentaux, liberté et opportunité. Le deuxième élément, c'est l'attribution d'une propriété particulière de ces droits, liberté et opportunité. Et le troisième élément, ce sont des mesures garantissant à tous les citoyens des moyens universels de faire un usage efficace de leurs libertés fondamentales et opportunités. Ayant donc mentionné ces 3 éléments, Rawls développe une conception libérale de la justice politique de façon plus détaillée afin de montrer que tout citoyen raisonnable, indépendamment de la doctrine compréhensive qu'il soutient, peut adhérer à cette conception. Et il écrit « Une idée plus complète du contenu d'une conception libérale de la justice est celle-ci. 1. L'autorité politique doit respecter l'état des droits et une conception du bien commun qui inclut le bien de chaque citoyen. 2. La liberté de conscience et la liberté de pensée doivent être garanties et cela s'étend à la liberté de poursuivre sa conception du bien à condition de ne pas violer les principes de justice. 3. L'égalité des droits politiques doit être assurée et en plus de cela, la liberté de la presse et d'assembler, les droits de former des partis politiques, y compris l'idée d'une opposition
loyal. 4. L'égalité équitable des chances. Et 5. Tous les citoyens doivent être assurés d'une part équitable de moyens matériels afin qu'ils soient convenablement indépendants et puissent profiter de leurs droits fondamentaux égaux, de leur liberté et de leurs chances équitables. Comme nous le voyons, ces contenus de la conception libérale de la justice semblent être la meilleure explication de la raison pour laquelle une conception de la justice doit être le centre d'un consensus par recoupement. Quelle que soit la position que je soutiens, quelle que soit ma doctrine compréhensive, soit-elle morale, philosophique ou religieuse, lorsque je me trouve devant toutes ces questions de droit et liberté de l'individu, je dois accepter quel que soit mon point de vue. Et voilà pourquoi John Rawls estime que la conception politique de la justice doit être le point focal du consensus par recoupement. Certainement, il y a beaucoup de limites par rapport à cette question du consensus par recoupement et de faire de la justice comme équité, une conception politique de la justice comme le point focal du consensus par recoupement. Plus nous avançons, plus nous découvrirons et nous essaierons de répondre à toutes les questions que l'on va nous poser. Donc, c'était aujourd'hui la 4e leçon de notre cours de philosophie politique en mode confinement.